prendre la suite de Mégane. Et moi, je vais montrer les images que je ne peux pas montrer. Merci de ne pas les avoir montrées, ça va me permettre de les montrer. Mais moi, je vais partir du dernier livre d'Olivia Rosenthal, Toutes les femmes sont des aliens, qui est un ouvrage tout à fait roboratif dont le titre donne une indication du contenu. Il s'agit pour la première moitié d'une relecture des différents épisodes de la saga Alien. Alors, je vous lis la première phrase du 4e de couverture. Si je n'avais pas vu la saga des Aliens, Les Oiseaux d'Hitchcock, 2 dessins animés de Walt Disney, Bambi et Le Livre de la Jungle, je n'aurais sans doute pas éprouvé aussi intensément peur, amour et désir. Voilà, prévenu. Alors, ce livre-là, c'est un peu lui-même une sorte de corps étranger, un ouvrage qui explore les différents opus d'Alien pour la première moitié du livre. Une lecture endiablée entre l'analyse et l'enthousiasme, la subjectivité, la pensée féministe. Et je voudrais proposer quelques pistes de réflexion à partir de la lecture qu'elle propose elle-même de la figure de Sigourney Weaver dans le film et de son rapport au monstre, en précisant que dans son livre, la dimension érotique n'est jamais absente de l'ouvrage qui parle aussi de dévoration. Alors, je vais lire 2 passages de ces cours au tout début du livre qui donnent, je crois, le ton à la fois pour le rythme, pour le type d'énonciation et aussi une bonne idée de la perspective adoptée par Rosenthal. Je le lis parce que c'est vraiment un livre qui se lit avec vraiment beaucoup d'enthousiasme et de plaisir. Donc, premier passage. C'est 4 films différents, 4 réalisateurs différents, 4 histoires différentes, avec juste un invariant, deux invariants. La femme, Sigourney Weaver, alias Ripley, invariant 1, et la bête, Alien, alias Alien, invariant 2. Cette bête dont on peut dire qu'elle est il ou qu'elle est elle. Peut-être que lui, c'est elle, peut-être qu'Alien est femelle. Après tout, qui me dit de quel sexe est la bête? C'est peut-être elle, auquel cas c'est encore plus grave, encore plus effrayant. Alien, c'est elle. Alien, c'est l'histoire d'une femme. Toutes les femmes sont des aliens, des mutantes et des aliens. Sans doute, vous l'avez compris tout de suite, alien, c'est un mot qui rappelle un autre mot. Alien comme aliéné, comme celui qui est pris par l'autre. L'autre passage, la page suivante. C'est l'histoire d'une femme dont on peut craindre qu'elle ne devienne une autre. Et si on le craint, c'est que toutes les femmes, toutes les femmes, dès lors qu'elles sont habillées en soldats et qu'elles ont du pouvoir et qu'elles prennent des décisions et qu'elles sont fortes, toutes les femmes qui sont dans cette situation peuvent être considérées comme des aliens ou d'éventuels aliens ou de futurs aliens. Il faut les mater, il faut leur dire qu'elles sont belles et magnifiques, mais qu'elles risquent de muter. Donc quand on est un spectateur en 1979 et qu'on voit Sigourney Weaver, alias Ripley, la femme soldat qui, contrairement à tous les autres membres de l'équipage, prend les bonnes décisions, quand on voit cette femme avec sa combinaison boulante, sa taille, sa stature et sa beauté, sa fermeté et sa puissance, on se dit que oui, il va y avoir un problème, forcément. J'aime beaucoup la finale de ce paragraphe. Donc, à partir de ces 2 passages, on a droit à une description haletante des 4 films, avec interrogation et frémissement, ainsi que retour sur soi. Un jeu dans le livre habité par ces films, littéralement habité, qui confond parfois les histoires, qui en viennent apparaître un peu en palimpseste les unes des autres. Alors, je rappelle, mais je ne vais pas le rappeler parce que Mégane l'a fait, que c'est l'histoire d'un corps monstrueux, qui est aussi une naissance monstrueuse. Alors, voici le bébé qui va grossir à une vitesse assez phénoménale. Il rit pas parce que c'est pas drôle ce qui se passe après, justement, à ce propos-là. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui accouche, donc d'une naissance contre nature, dont on trouve plus d'exemples qu'on pourrait le penser au fil du temps. Il existe 2 types de représentations de l'homme enceint, comme le raconte Roberto Zapperi dans son livre « L'homme enceint, l'homme, la femme et le pouvoir ». Alors, la plus fréquente et la plus conservatrice remonte au mythe de la naissance d'Ève dans la tradition chrétienne. Adam, contredisant l'ordre biologique de la nature et engendrant Ève, symbolise la prééminence de l'homme dans la création et un pouvoir supposément naturel sur la femme. Ça, c'est le plus courant. Mais il y a aussi un autre courant qui est celui de la tradition folklorique, qui carnavalise cette hiérarchie où l'homme possède le pouvoir sur la femme dans l'esprit dogmatique chrétien, en présentant un prêtre débauché et hypocrite, qui finit souvent par accoucher d'un enfant monstrueux ou d'un animal. Donc, c'est les deux principaux courants que Zapperi relève. Ici, on ne peut pas vraiment dire qu'on est dans l'un ou dans l'autre. On a plutôt un corps qui s'ouvre à l'horreur, au cataclysme, une naissance qui est aussi un imaginaire de la fin. Alors, après cette naissance va commencer la course-poursuite. Hein, tous vont être dévorés et détruits, sauf Ripley, qui s'est réfugié dans la petite capsule et se croit en sécurité. Tout au long du film, les membres de l'équipage portent des combinaisons standards et nous sommes très vite pris par le climat d'angoisse. C'est un film sur l'attente, hein, Alien, le premier.
c'est vraiment un film assez admirable sur l'attente et qui joue de manière extraordinaire du temps, de la temporalité. Et donc là, Ripley s'est réfugiée dans la petite capsule d'où elle va s'échapper. Elle s'en est sortie, croit-elle. Elle a eu chaud, dans les deux sens du terme. Et tout à coup, elle se déshabille de manière spontanée et rapide. Ne reste que ses sous-vêtements et un court t-shirt qui lui colle au corps. C'est comme si, soudainement, de manière impromptue, on découvrait qu'elle avait un corps. Ce qui donne une dimension très érotique à la scène. Mais quelques secondes plus tard, elle se rend compte qu'en réalité, le monstre s'est réfugié dans l'habitacle et elle le découvre endormi. Et il y a vraiment quelque chose d'épiphanique dans cette scène assez formidable où tout est en attente. Une scène qui oppose dans ce climat de tension extrême où on voit Ripley en sous-vêtements blancs, vulnérable, virginal même, à nu face au monstre noir, gluant, et en même temps faisant un avec les pièces métalliques de la capsule. Alors dans cette opposition du noir et du blanc, du bien et du mal, peut-être, ça c'est à voir, on y reviendra, il y a quelque chose d'archaïque, je dirais, c'est La Belle et la Bête revue et corrigée par la SF à travers deux êtres que tout oppose, deux corps et deux esprits antagonistes. Alors, on voit mal comment Ripley pourrait échapper à la mort, mais elle improvise un plan, elle se réfugie dans un placard, dépressurise la cabine, tout va être expulsé à l'extérieur, sauf elle et le mystérieux chat, dont malheureusement je n'ai pas le temps de parler, mais il y aurait toute une communication à faire sur le chat dans Alien. Alors, on a droit à une sorte de représentation space opéra de La Belle et la Bête, sauf que cette opposition qui termine le premier Alien va se complexifier. La situation va se complexifier par la suite. Il va vraiment y avoir une situation d'hybridation au fil de la tétralogie, puisque ces deux entités vont se manifester dans le même corps. Ripley découvre au troisième épisode qu'elle a été, je reprends les mots de Rosenthal ici, qu'elle a été fécondée et infectée par la bête. Ça va mal. Et au quatrième épisode, on va manipuler, on va réutiliser son corps après sa mort. Alors à la fin du troisième, pour ceux qui n'ont pas vu la fin du troisième, Ripley se suicide justement pour éviter de donner naissance au monstre et d'être instrumentalisé. Mais on va réussir à récupérer les restes de son corps, à la faire revivre, en faire un vrai hybride, un être humain qui est aussi un alien, une arme de destruction massive, qui en vient à se fondre avec un alien, enfanter un, pardon. C'est un corps à corps impossible, tout à fait contre nature. Et ce rapprochement entre Ripley et l'alien va être d'autant plus contre nature qu'à la fin, pour éviter que les aliens se retrouvent sur Terre, elle va tuer son enfant, ce qui est une scène assez troublante, parce que même s'il s'agit bel et bien d'un monstre, c'est son propre enfant qu'elle tue. Il y a un jeu entre les regards, parce que les aliens, si vous les avez vus, surtout le premier, là, les gens qui ont surtout vu le premier, je pense, on ne voit pas leurs yeux, mais l'enfant l'alien qui est l'enfant de Ripley, en fait, on voit les yeux, puis il y a un échange de regards quand il s'aperçoit qu'il est trahi et que sa mère, disons-le comme ça, va le tuer. Et c'est assez étonnant parce que c'est quand même assez rare, il me semble, dans l'histoire du cinéma, que c'est presque un tabou. C'est assez rare qu'on voit un enfant être tué. Il y a beaucoup de films autour, bien sûr, de la mort d'enfants. On voit souvent des cadavres d'enfants, mais voir un enfant être tué, c'est quand même assez rare, me semble-t-il, et c'est ce qui se produit ici. Alors, on notera d'ailleurs que dans ce quatrième épisode, où Sigourney Weaver, Ripley, reste physiquement la même, on sent la mutation qui fait qu'à l'intérieur, elle est nourrie par les lunes. Alors, si on compare la photo, on l'a vu tantôt dans la capsule, et celle ici dans le 4, dans sa posture, l'utilisation de l'arme, sa musculature, la mâchoire carrée, elle a ici quelque chose de Sylvester Stallone. En fait. Et de là à dire que Sylvester Stallone est un alien, ma foi, je vous laisse tirer vos conclusions. Alors, il s'agit donc d'une sorte de renversement, je vais conclure avec ça, d'une sorte de renversement de complexification de la représentation traditionnelle de La Belle et la Bête. Et je vais conclure en renvoyant au modèle cinématographique par excellence, qui est le film de Jean Cocteau,
où l'opposition est évidemment nettement marquée ici entre la belle et la bête. La belle n'entre jamais en symbiose avec la bête, elle n'est pas dévorée par celui-ci. Au contraire, c'est elle qui va le transformer, le ramener du côté de la normalité. Il y a une certaine sérénité là-dedans, hein, comparée avec l'image où Lévian se rapproche de Ripley. C'est différent. Donc, il y a une certaine sérénité et il y a un baiser qui va absoudre la bête qui redevient Jean Marais. Pourquoi pas? Donc, on est de l'autre côté du miroir, alors que dans Alien, le quatrième Alien, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a aussi un baiser, mais c'est le baiser de la trahison. C'est Ripley, donc, qui va cajoler et embrasser son enfant, mais c'est à partir de là, en fait, c'est une pure trahison, ce que la bête va découvrir. Et nous en sommes là. Est-ce que Ripley amène autre chose sur Terre? C'est ce qu'on verra prochainement, puisqu'il va y avoir un nouvel épisode pour fêter le 40e anniversaire.